Bonjour à tous et bienvenue dans Fragile. Avant de démarrer cet épisode, je voulais vous dire que j'ai lancé une page de soutien pour le podcast sur le site Tipeee. Car pour ceux qui ne le savent pas encore, je réalise ce podcast bénévolement depuis maintenant quelques années. Donc si vous appréciez Fragile et que vous voulez me donner un coup de pouce pour poursuivre l'aventure, sachez que votre soutien est très précieux. Ça m'aidera notamment à financer les frais de production et ça me permettra aussi de vous proposer plus sereinement de nouvelles rencontres insulaires. Je voudrais dire un immense merci à tous ceux qui ont déjà apporté leur soutien au podcast et pour ceux qui y pensent, je vous mets le lien vers la page de soutien dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Cette semaine, je vous propose de poursuivre votre découverte du Levant, petite sœur lumineuse et rebelle de Porquerolles et Porquerolles. Les médecins André et Gaston d'Urville, initiateurs du naturisme en France, créent le domaine d'Héliopolis en 1932. Ils résument ainsi l'esprit de l'île. Héliopolis doit être, dans l'esprit de ses fondateurs, une simple cité rustique, où les amateurs de soleil viendront dans le calme d'une nature splendide, se reposer des fatigues de la civilisation artificielle des villes, en passant des vacances simples et saines, avec le seul luxe d'un idéal élevé et le seul souci d'une santé robuste. Protégé par son identité multiple, naturiste et militaire, le Levant est aussi une réserve naturelle dotée d'un patrimoine exceptionnel. Tu vas voir, le Levant c'est différent, m'avait-on dit avant que je pose un pied ici. J'ai d'abord pensé à une jolie formule, puis de séjour en rencontre, j'ai pu approcher la singularité de ce lieu. Qui mieux que ses habitants pour lever le voile en douceur sur cette île minérale et solaire, décrite comme une terre de liberté et de tolérance. Cette semaine, je reçois Claude Poirier, doyen du Levant. Bonjour Claude, originaire de Montreuil, vous êtes né en 1932 et avez grandi en région parisienne. Vous embrassez une carrière militaire comme fusilier marin. De retour de guerre d'Indochine, vous êtes affecté au Levant en 1954. Vous y faites la connaissance d'Edith Herry, propriétaire du restaurant La Source, une enfant de l'île qui deviendra votre femme et avec qui vous aurez 2 garçons. Vous exercez comme maçon sur l'île aux côtés de votre beau-père. Vous quittez l'île dans les années 70, après vous êtes séparé de votre femme et revenez vous y installer dans les années 90. Vous travaillez un temps au ramassage des déchets et devenez gardien du fort Napoléon. Depuis quelques semaines, vous êtes hospitalisé à Hyères après une mauvaise chute. Je vous remercie vraiment de me permettre de vous interroger et je vous souhaite vraiment de vous rétablir rapidement. Pour commencer, Claude, avant de parler de votre découverte du Levant, c'était comment de grandir en région parisienne à Montreuil au début des années 30 et après-guerre dans les années 50 ? C'était pas terrible hein, pour un jeune. C'est pour ça qu'on avait qu'une idée, c'est de quitter la région parisienne pour aller ailleurs, quoi. C'est pour ça que je me suis engagé dans la Marine nationale. Un peu victime des affiches en couleur. Engagez-vous, vous verrez du pays, qui disait. C'est vrai ? Oui, des affiches en couleur dans les gendarmeries, partout. Ils disaient ça. Ouais. C'est ce qui vous a encouragé à partir et l'envie de quitter la région parisienne ? J'avais besoin de liberté, quoi. De voir autre chose que la banlieue de Paris. Hein. Vous partez faire la guerre d'Indochine et à votre retour, vous êtes affecté, on l'a dit, sur l'île du Levant en 1954. Est-ce que vous vous souvenez de votre découverte de l'île ? Vous avez une petite vingtaine d'années. C'était la première fois que vous vous rendiez, je crois, sur cette île et c'était le sud, vous ne connaissiez pas. Qu'est-ce qui vous marque à votre arrivée au Levant ? L'esprit de liberté. Parce que le naturisme, c'est pas obligatoire. Hein. Ça vient en soi, quoi. Et du fait d'avoir de la famille naturiste, j'ai suivi, quoi. Ouais. Quand vous arrivez, l'île est déjà fermée, elle est déjà terrain militaire. Les militaires, ils sont installés pas avant le village, mais ils sont installés dès la fin de la guerre. Là. Ouais. Vous étiez nombreux en tant que militaire sur cette base militaire à l'époque ? Ouais, en point de vue militaire, matelot, environ 200. Mais c'était surtout des techniciens de l'arsenal des techniciens, quoi, qui venaient travailler au Levant. Et comment se passait la cohabitation avec les habitants ? C'est-à-dire que des fois, ça se passait pas trop bien, quoi. Parce que ces gens-là, on les voyait d'un mauvais œil, quoi. Plutôt genre envahisseurs. On était tellement tranquilles dans notre coin qu'on les considérait comme des envahisseurs. Vous
voulez dire, en tant que militaire, vous considériez les naturistes d'envahisseurs ou l'inverse? L'inverse. L'inverse, mais là, Claude, vous avez sauté une étape. Là, je suis à l'époque où vous êtes vraiment militaire. Vous vivez, je crois, assez isolément. Le village, c'était tabou, quoi. On n'avait pas le droit de... Il y avait que les officiers en civil qui avaient le droit d'aller au village. Pour nous, c'était interdit. On faisait le bord, quoi. Moi, avec des collègues, on avait retrouvé les anciennes dragues. Les dragues, c'était les sentiers des piégeurs. Il y avait beaucoup de piégeurs avant la guerre. Les oiseaux, ils partaient par cajots entiers sur le continent. Des petits oiseaux. Hein. Ça fait qu'on retrouvait les dragues des piégeurs, des anciens piégeurs qu'il y avait eu avant la guerre et pendant la guerre. Parce que les oiseaux, c'était un moyen d'échange aussi. Pour avoir des pommes de terre, du beurre, ils attrapaient les petits oiseaux, puis ils les revendaient sur la côte, quoi. C'est ce que m'a expliqué ma femme, parce que moi, j'étais pas... Alors, justement, on y vient à votre femme. Vous m'avez dit que vous n'aviez pas le droit d'aller dans la zone des civils. Alors, vous faisiez le mur. Comment ça se passait? Je vous explique, on avait retrouvé les sentiers des anciens piégeurs et on passait par là. Ça fait que les gendarmes ou les officiers, ils nous attendaient à la porte principale, alors que nous, on faisait un grand détour dans la nature, quoi. Pour passer incognito. Voilà, exactement. Et alors, comment vous faites la rencontre de votre femme? Eh ben, c'est-à-dire que sa mère elle avait déjà un restaurant, était restauratrice. Il y avait des copains, on allait manger chez eux. Et ça a commencé comme ça, quoi. Vous y êtes allé plusieurs fois. Oui, il y a eu le coup de foudre quand même. Je me suis fait piéger. Vous êtes fait piéger. Votre femme, en effet, tenait avec ses parents le restaurant qui s'appelait La Source. Il n'existe plus? Il est toujours debout, mais c'est plus un restaurant maintenant. C'est une résidence secondaire, quoi. Votre femme a grandi sur l'île du Levant. Ses parents faisaient partie des pionniers arrivés en 1932 avec les Durville. Est-ce que vous connaissez les circonstances de leur arrivée? Pourquoi ils sont venus ici? Ils voulaient quitter la région parisienne, qui était malsain, quoi, pour ma belle-sœur, la sœur de ma femme, qui avait des problèmes respiratoires et tout ça, quoi. Alors ils voulaient changer de région, quoi. Puis ils ont vu une annonce des Durville dans un journal qui cherchait des gens et ils donnaient du terrain pour que les gens s'installent. Et mes beaux-parents en ont fait partie de ces gens. Voilà. Ils ont vraiment fait partie des pionniers. Ah oui, absolument. Oui. Oui. Vous pourriez nous dire quelques mots de votre belle famille? C'était quel style de personne? C'était des gens tout simples, hein. Des ouvriers de la région parisienne, quoi, qu'on avait assez de cette vie, quoi. Ils voulaient changer de vie, quoi. Et c'est grâce au journal aux annonces des Durville, les frères Durville, André et Gaston, ils ont trouvé l'annonce. Ils ont dit, on va essayer, quoi. Ils sont installés là-bas. Comme mon beau-père était maçon, il a construit le restaurant de ses mains, avec la pierre prise sur place, la pierre bleue. Quel souvenir vous gardez de votre expérience militaire au Levant? Comment vous décririez la vie dans la base militaire? C'était militaire, hein. C'était assez strict, hein, quand même. C'était une base considérée comme base secrète quand même, hein, parce que c'était tout nouveau. Les missiles, tout ça, c'était tout nouveau, quoi. C'était une base secrète, soi-disant. Ça l'est toujours d'ailleurs. Oui, plus ou moins, oui. Et alors, comment ça se passe? Comment vous arrêtez votre mission à la base militaire du Levant et comment ensuite vous décidez de vous installer, vous quittez l'armée? Qu'est-ce qui se passe exactement? Quand j'ai été mobilisé, je suis pas venu tout de suite au Levant. J'ai fait chauffeur routier pendant plusieurs années. Puis après, je suis venu me marier au Levant. Je me suis fait des sous en faisant le routier, un peu. Je préparais mon mariage. Et puis voilà, et après, je suis resté au Levant. J'ai travaillé avec mon beau-père qui m'a appris le métier de maçon. Et on a construit pas mal de choses. Voilà. La Brise Marine, le restaurant, c'est nous qui l'avons construit. Ça. Ah oui, en quelle année, vous vous souvenez ou pas? En 55.
Un petit peu après, du coup, si vous êtes reparti, donc peut-être à la fin des années 50. Oui, voilà, ouais. Et j'ai appris le métier avec mon beau-père. Puis après, quand mon beau-père s'est arrêté, et puis après, malheureusement, il a disparu, j'ai continué en solo, quoi. Est-ce que vous aviez eu une expérience du naturisme avant d'arriver sur l'île? Ah non, je ne connaissais pas du tout, non, aucune idée. Est-ce que ça vous a surpris, étonné? Non. Non, parce que j'avais connu quand même les Moyes. Les Moyes en Indochine, là, c'est des gens, ils sont complètement nus. Donc pour vous, ça a été assez naturel. Ça m'a pas surpris. Est-ce que vous pourriez nous dire comment était pratiqué le naturisme? Est-ce que c'était comme aujourd'hui? Oh non, pas du tout. Non, maintenant, ça tourne au voyeurisme, vous voyez un peu, il y a beaucoup. C'est pas sain comme avant, c'est pas sain, le naturisme. Il y en a encore des vrais, mais des vrais de vrais, il y en a plus beaucoup, hein, c'est plutôt l'exhibition. Comment était pratiqué le naturisme et où est-ce que les gens se mettaient nus? Est-ce qu'ils se mettaient nus dans le jardin, au bord de mer? Il y avait la plage des Grottes, et il y a toujours la plage des Grottes d'ailleurs, et il y a toujours des gens nus au bord de mer, quoi. Ou chez eux, en privé, dans le jardin. C'est-à-dire, sur les chemins et sur la place du village, ils n'étaient pas nus? Non, ils mettaient les femmes torse nu, bon d'accord, mais les hommes, ils mettaient un cache-sexe. Donc il y a plus de nudité aujourd'hui? Voilà, ouais. Ouais, comme je vous ai dit, on hésite à aller chez l'épicier parce qu'on voit des gens avec le service 3 pièces au-dessus des légumes, ça choque un peu, quoi. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu aux auditeurs, personnes qui ne pratiquent pas le naturisme, ce plaisir simple de vivre nu, au contact de la nature? Je sais pas comment vous expliquer. D'abord, j'ai voulu faire comme toute la famille. J'ai voulu l'exemple de la famille. Puis ça vient comme ça. Quoi. C'est un plaisir, si on veut. Souvent, les gens parlent de ce plaisir de se baigner nu. Oui, exactement, oui. D'abord, on n'a pas le maillot à faire sécher. c'est une chose pratique. On n'est pas serré. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est un plaisir tout simple, en fait. Oui, tout simple, comme la nature. Le naturisme renvoie à un certain nombre de valeurs dont la nudité finalement n'est qu'un aspect, le rejet des conventions imposées par les vêtements, l'effacement de la barrière sociale, un projet de vie sain au contact de la nature, manger sainement aussi, se soigner par la nature, le corps comme l'esprit. C'est aussi, je l'ai souvent entendu, le respect de soi et des autres. Est-ce que c'est ainsi que vous le vivez, vous? Oui, absolument. Oui. On avait adopté la méthode des Durville. Hein. Vous pratiquiez du sport avec votre femme? Du canoë. On partait loin, assez loin. Vous m'avez dit la natation aussi? La natation, évidemment. Et la plongée aussi, un peu de plongée. Et à l'époque, on plongeait juste avec le masque. Pas de palme ni rien, on plongeait comme ça, naturellement. On descendait assez profond, d'ailleurs. Ma femme, c'était une championne pour ça, d'ailleurs. Et moi, j'ai suivi. Son père, il était maître nageur, alors elle était bien placée. Les médecins André et Gaston Durville résument l'esprit de l'île dans cet extrait du cahier des charges du syndicat d'administration d'Héliopolis en disant « Héliopolis doit être une simple cité rustique où les amateurs de soleil viendront dans le calme d'une nature splendide, se reposer des fatigues de la civilisation artificielle des villes en passant des vacances simples et saines avec le seul luxe d'un idéal élevé et le seul souci d'une santé robuste. » Est-ce que cette vision des Durville a toujours cours aujourd'hui selon vous ou est-ce que l'esprit a été modifié? Non, ça a beaucoup changé. Comme je vous ai dit, ça a attiré beaucoup de comment dirais-je, pas des vicieux si vous voulez, mais des voyeurs. C'est du voyeurisme maintenant, plutôt. C'est comme ça que vous le ressentez? Ouais. Il y a des gens, c'est des faux naturistes, quoi. Ils viennent pour mater, quoi, comme on dit vulgairement. Voilà. Il reste quand même des naturistes qui... Des vrais, heureusement, Dieu merci. Sans ça, l'île du Levant, ça serait à la fin de l'île du Levant, quoi. Côté civil. Ouais. Alors, ça existe encore, des vrais naturistes.
Le naturisme reste aujourd'hui une pratique assez confidentielle qui suscite parfois, sinon le rejet, au moins la curiosité. Oui. Est-ce que vous avez fait l'expérience d'une certaine forme d'incompréhension ou de curiosité de la part de proches ou d'amis? Par exemple, vos parents, quand ils ont su que vous vous installiez au Levant. Les parents, ça les a pas choqués du tout. Ils sont venus nous voir d'ailleurs. Ils sont venus à notre mariage et tout. Ça les a pas choqués. Ouais. Non. Ils sont venus passer un petit peu de temps au Levant? Bon, pas longtemps, non. J'aimerais citer Suzanne Zeiser, que vous avez bien connue, je pense. Elle disait « La nudité était pratiquée par tous, mais dans les têtes, il fallait qu'elle chemine, cette évidence. Si on sait être nu, on sait être libre, être soi-même et se contenter d'apparaître comme celui qu'on est vraiment. Le goût pour la nudité ne vient pas comme ça, il n'est pas un retour inné à notre forme originelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce rapport à la nudité et au cheminement que la pratique naturiste demande ? » Oui, je suis d'accord avec elle, ouais. Avec son accent alsacien. Elle était bien, cette femme. Ouais. Vous avez mis du temps ou pas à vous mettre nu ou... Oh non, c'est venu tout de suite. Hein. Dès que j'ai connu ma femme, j'ai fait comme elle. Hein. Est-ce que vous avez eu l'expérience de personnes qui ont mis du temps à se mettre nu? Oh oui, il y en a qui hésitaient beaucoup. Oui. Il y en a au début, c'était pas la curiosité. D'autres, ils faisaient les gens outrés, si on veut. Mais finalement, ils se mettaient nus comme tout le monde. Puis il y avait beaucoup de jeunesse, des bébés, il y avait des gens et des bébés, des gosses en bas âge. Ouais. Il y avait des familles entières, hein, naturistes. Il y en a toujours, d'ailleurs. Il y en a encore, heureusement. Ouais. Une forme de simplicité. Ouais, exactement. Ce que j'entends, Claude, dans ce que vous dites, c'est que c'est vraiment le naturisme dans ce rapport profond à la nature, dont on citait qu'elle gomme les barrières sociales. C'est quelque chose de très simple. Ouais. Ah oui, là, les barrières sociales, elles sont... Tout le monde au même niveau. Voilà, exactement. Ouais. Ou alors, c'est pas la peine de venir au Levant. Pour revenir à votre parcours, vous m'avez expliqué que vous avez travaillé aux côtés de votre beau-père. Vous avez cité, je crois, la construction de la brise marine, l'hôtel La Brise Marine. Alors peut-être... Et bien d'autres aussi. Et bien d'autres. Vous avez des exemples de chantiers auxquels vous avez participé? La chapelle, l'église. On a construit l'église, on a construit... je ne sais pas si vous voyez, à l'entrée des villas, des petites villas, de la petite villa à la grosse construction, quoi. On a varié les plaisirs. Est-ce que les chemins aux abords des maisons ressemblaient à ce qu'ils étaient aujourd'hui? Comment ça s'est fait? Non. On a fait beaucoup de chemins. On a créé des chemins d'accès. Oui. Au fur et à mesure que les Durville vendaient du terrain, il fallait des chemins d'accès pour pouvoir construire. Et ça, vous y avez participé? Oui. Il n'y avait pas encore d'électricité sur l'île. Est-ce que vous avez des souvenirs, peut-être des difficultés que cela engendrait pour travailler notamment, et puis pour l'approvisionnement aussi des marchandises? Comment ça se passait? Ça ne devait pas être facile. C'est-à-dire, quand il y a eu l'électricité, ça nous a beaucoup simplifié la vie. pour tout. Mais elle arrivait plus tard, elle arrivait en 89, donc avant ça. Avant ça, on s'était adapté. Hein. On s'éclairait au gaz, lampe à pétrole aussi. On a connu les bougies et les lampes à pétrole. Là, au moins, il n'y avait jamais de panne. C'est vrai. Et pour l'approvisionnement en marchandises, c'était difficile? Ça a toujours été difficile. Maintenant, il y a eu beaucoup de progrès chez les transporteurs maritimes et terrestres aussi. Mais avant, oui, c'était un gros problème, les transports. Un gros problème. Vous qui avez participé à la construction de beaucoup de maisons, on l'a dit, chapelles, petites, grandes maisons, quel regard vous portez sur les nouvelles constructions sur l'île du Levant? Sur le sujet, par exemple, sensible des piscines? Oui, là maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup trop de piscines. Ça devient... Et surtout maintenant avec l'eau l'eau qui manque beaucoup, hein, finalement. Il y a la pénurie d'eau un peu partout. Il y a eu des préjudices de ce côté-là. On parlait tout à l'heure de l'esprit rustique, de la simplicité, de l'esprit naturiste originel. Vous pensez qu'il a disparu?
En partie, ouais. Ouais, ouais. En partie. L'esprit des Durville, il a presque complètement disparu, quoi. Maintenant, chacun fait un peu comme il veut, quoi. Vous pensez qu'il y a une tentation un petit peu de reproduire le confort du continent sur l'île? Ah oui, 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 ça aussi, ça fait du tort. Les gens, maintenant, c'est des grandes villas. Avant, c'était des petits bungalows, des petites maisons rustiques et tout. Mais maintenant, c'est à celui qui construira la plus grosse maison. Ça a changé beaucoup, ça a beaucoup changé, ouais. Sur ce plan-là. Est-ce que vous vous souvenez de qui étaient les touristes à l'époque? Les touristes, c'était des gens qui venaient par curiosité, beaucoup. Les touristes de passage, hein, pas. Et il y en a, ça leur plaisait, et l'année d'après, ils revenaient avec leur famille. Ils étaient naturistes. Il y a beaucoup de gens comme ça, qui sont arrivés sur l'île comme ça, d'une année sur l'autre. Et est-ce que vous avez observé une augmentation de la fréquentation touristique sur l'île? Oui, oui, oui. Oui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui venaient pour voir, déjà, par curiosité. Bon, il y en a, ils repartaient outrés, ou alors ils revenaient plus du tout. Et d'autres qui revenaient volontiers, qui achetaient sur l'île des terrains, des maisons construites. Ouais. Il y en a qui ça plaisait beaucoup. C'est la majorité d'ailleurs. C'est vrai. Ouais. C'est la majorité des gens qui sont au Levant maintenant. Hein. Ouais. Vous vous séparez de votre femme dans les années 70 et à l'époque vous quittez l'île. Où est-ce que vous vous installez? J'étais installé à Toulon. À Toulon, et j'ai fait plusieurs. Enfin, j'ai continué un peu la maçonnerie. Après, j'ai abandonné. J'ai fait chauffeur routier. J'avais toujours envie de m'évader, quoi. Au volant d'un gros camion, je me sentais quelqu'un d'autre. Libre. Ouais, c'est vrai. Ouais, puis j'avais un chien qui avait autant de kilomètres que moi. Un espagnol breton. Il était chouette, ce chien. Ouais. Ça a été difficile pour vous de quitter l'île à cette époque? Difficile, oui et non. Parce que j'avais plus tellement... Comme j'étais divorcé, après on est resté en bon terme avec ma femme. Puis elle est morte, elle a disparu il y a 12 ans. Il y a 12 ans qu'elle a disparu, quoi. On était restés en bon terme après, oui. Vos garçons, ils sont restés avec votre femme? Oui, oui, oui. Vous les voyez régulièrement quand même? Oui, je venais les voir, oui. Ouais. Puis après, ils ont habité sur le continent, comme on dit. Ils avaient chacun leur métier. On se voyait encore plus, quoi. Ils ont fait leur école maternelle et leur école primaire sur l'île du Levant? Sur l'île du Levant. Vous étiez présent à l'époque? Oui, bien sûr. Oui. Ouais, puis on fait... Et il y avait le père Moulin, c'était l'aumônier de Porquerolles. Il avait une grosse barbe, je ne sais pas s'il existe toujours. Je crois pas, mais j'en ai entendu parler à Porquerolles. C'était une figure. Ah, ouais. Il venait pour les baptêmes, tout ça, les enterrements, les mariages. D'abord, c'est lui qui nous a mariés, ma femme et moi. Ouais. C'était une figure, le père Moulin. Ouais. Mais il était basé à Porquerolles, lui. Mais il faisait les 3 îles pour les cérémonies, quoi. Dans les années 90, vous décidez de revenir vivre au Levant. Qu'est-ce qui vous décide à revenir? Je voulais me rapprocher de mes fils, d'abord, et tout. J'y voyais un peu plus, puis je sais pas, le mal du pays. L'île vous manquait? Ouais. J'avais envie de retourner. J'ai repris mon affaire d'artisan maçon. J'ai construit plusieurs choses. Puis après, j'ai arrêté aussi, là. Parce que j'en avais un peu assez de voir de la route, de manger du bitume, comme on dit. Au début, c'était bien, mais après, on avait une sensation de liberté au volant d'un gros camion. Et puis après, ça passe, quand on dit... Qu'est-ce que je fais là, sur la route, comme un couillon? Alors vous faites quoi après avoir arrêté la maçonnerie sur l'île du Levant? Qu'est-ce que vous avez comme... J'ai continué, mais j'ai réussi à... Enfin, j'étais artisan. J'avais 3 ouvriers
3 ouvriers pour les gros travaux, quoi. Puis deux que je prenais comme ça, qui ne voulaient pas être déclarés. Toujours ces histoires de pension alimentaire, là. Et alors je leur disais, moi, vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas. C'est vrai, parce que c'était grave, là, d'embaucher quelqu'un en noir. Il y en a un, il s'est fait embarquer avec les pinces. Les flics sont venus le chercher sur le chantier. Et ils l'ont emmené avec les pinces. On m'a dit que vous aviez travaillé un petit peu avec Jean-Louis Droit. Oui, comme chauffeur. Vous faisiez quoi exactement pour lui? Je conduisais les camions. Comme il n'y a que moi qui avait le transport en commun, je le remplaçais au bus, comme il faisait le car, le bus. Il n'avait pas de chauffeur. Les autres chauffeurs n'avaient pas leur transport en commun. Et puis je conduisais les camions, entre autres. Donc, les camions de transport de marchandises et de personnes aussi? Matériaux, tout ça. Ouais. On allait décharger les bateaux. On faisait docker, quoi. Mais ça me déplaisait pas. Ouais, ça vous a plu de faire ça? Et j'avais un peu plus de biscotto que maintenant. Vous êtes également gardien du fort Napoléon. Vous avez commencé quand ces fonctions? Dans les années... Dans les années 90 ou 2000? Avant 2000. Oui, donc quand vous revenez assez vite. Oui. Alors comment ça se présente l'opportunité? C'était des Allemands, les propriétaires. Et ils m'avaient embauché comme ils cherchaient un jardinier sérieux, quelqu'un de sérieux. Puis ils ont vu que je faisais l'affaire. Ils m'ont dit, vous allez construire votre maison. J'ai construit ma maison. et j'y suis, enfin je suis toujours pas propriétaire, mais il y a des nouveaux propriétaires au fond, mais moi je suis là jusqu'à mon décès, quoi. J'ai un papier comme quoi j'habite cette maison. Que vous avez construite? Oui, jusqu'à mon décès. Ça fait qu'on ne peut pas me virer, quoi. Voilà. C'est pas mal. Ce papier, il est bien rangé, au secret, au cas où. Mais ça se passe bien avec les nouveaux propriétaires. Quelles étaient vos fonctions en tant que gardien du fort? Je m'occupais de l'entretien du terrain. Il y a un grand terrain. Il y a un demi-hectare. Il y a une grande piscine de 100 mètres cubes. La piscine, ça m'occupait déjà pas mal de temps. Piscine de 100 mètres, 100 mètres cubes. C'était quelque chose. Hein. Il y avait du travail. Hein. Et puis un grand parc. Il fallait entretenir, quoi, les sentiers, empêcher l'herbe d'envahir tout. L'herbe pousse plus vite que le reste. Qu'est-ce qui vous a le plus plu parmi toutes les activités que vous avez exercées au Levant? C'est délicat. Il y a beaucoup de choses. Je sais pas. Cet esprit de liberté qu'on retrouve à chaque fois. Je suis parti plusieurs fois et à chaque fois j'avais envie de retourner au Levant. Il y a une attirance. Je sais pas comment expliquer ça. C'est assez magique, indescriptible. Et puis bon, il y avait quand même... Il y a mon petit-fils qui y habite aussi là-bas maintenant. Et il est spécialiste, il est tailleur de pierre. Maçon, tailleur, il fait uniquement de la pierre. Peut-être que je vais donner un peu de mon savoir. Oui, vous lui avez transmis quelque chose, il en a... Probablement. C'est une fierté pour vous? Comment? Est-ce que c'est une fierté? Oui, bien sûr. Il y a la continuité, là. Parce qu'il a l'air d'aimer son métier, quoi. Il aime beaucoup son métier. Il vit à l'année sur l'île? Oui. Il habite là-bas. Vous avez d'autres petits-enfants qui vivent au Levant? Qui vivent au Levant, non. Les autres petits-enfants, ils viennent me voir. Ils viennent au Levant de temps en temps. Et puis, bon, il y en a deux du côté de Sylvain. Il y en a deux du côté de Sylvain et deux du côté de Philippe. Et ils sont naturistes aussi? Non, pas naturistes. Non. Ils ont quel âge? Le maçon, là, le spécialiste de la pierre, il doit avoir 35 ans. Il n'est pas naturiste et il vit au Levant? Non. Bon, enfin, il s'accommode à tout, quoi. Et vos fils, ils sont naturistes? Non. Non plus. Et c'est pas un problème de vivre au Levant sans être naturiste? C'est pas un problème. Non, ils avaient leur bateau, ils avaient un bateau, canoë, tout ça, ils faisaient du sport nautique.
Mais il se mettait jamais à poil. L'île, elle a un statut un peu spécial puisqu'à la différence de Porquerolles et Porquerolles, elle n'est pas cœur de parc national, mais c'est une association syndicale libre créée en 1932 par les frères d'Urville avec un syndic élu tous les 3 ans. Quels sont les enjeux du syndic pour vous des prochaines années? Qu'est-ce qui vous semble important? C'est la continuité de ce qui a été fait déjà, quoi. Faut pas que ça se perde. Préserver l'esprit d'Urville? Voilà, ouais. Moi, je suis pour. Ouais, absolument. Parce que ça a tendance à dégénérer un peu, hein, le naturisme. Comme je vous ai dit déjà, il y a des vrais naturistes, des vrais de vrais, il n'y en a plus tellement. Hein. Il y a d'autres enjeux, je pense notamment à l'eau sur l'île du Levant, qui est un sujet important. Oui, c'est très important. Ouais. Mais enfin, maintenant, il y a un château d'eau, il y a des réserves d'eau quand même. Hein. On emmagasine l'eau dans les citernes. L'eau de pluie, c'est important, c'est précieux l'eau de pluie, là-bas. Ouais. C'est primordial. Enfin, comme il ne pleut plus beaucoup, maintenant, ça devient un problème, comme partout. Et est-ce que vous pensez, l'école a disparu de l'île du Levant, elle a fermé, est-ce que vous pensez qu'il y a aussi un enjeu de préserver le renouvellement des générations sur l'île du Levant? Parce que sans école, c'est compliqué de faire venir des familles. Oui, ils ont fermé l'école, il n'y avait plus qu'un élève. Le pauvre. Et un instituteur. Alors, ils ne pouvaient pas payer un instituteur pour un élève, quand même. Ça fait qu'ils ont fermé l'école. Sur votre lien au Levant, Claude, quelle est la saison que vous préférez vivre sur l'île du Levant? Moi, c'était l'hiver. L'hiver, on est tranquille, il y a que des promeneurs, il n'y a plus de touristes envahissants. On vit sur une île, vraiment, quoi. Ouais. Comme des vrais insulaires. Voilà, ouais. Est-ce qu'il y a un ou des endroits sur l'île que vous aimez tout particulièrement? Il y en a beaucoup. Hein. Il y a les calanques, il y a des... Je ne sais pas comment expliquer. Il y a plein d'endroits qu'on est obligé d'aimer. Hein. On est bien partout. Surtout sur n'importe quelle corniche, on passe, on voit la mer. C'est une chance. Ouais, c'est sûr. C'est une chance inouïe. Ouais. C'est dommage que j'étais obligé de partir. Parce que, bon... Maintenant, j'ai plus raison d'être là-bas. Enfin, j'y suis encore un peu au fort, quoi. Ça vous manque? Ouais. Vous y pensez souvent à votre île? Ouais. À l'île que j'ai connue à l'époque, depuis mon mariage jusqu'au divorce, c'est le divorce, c'est un peu couillon, quoi. Ouais. C'est un peu la guerre, c'est la guerre au début. Puis après, petit à petit, on se calme. On s'apaise. Ouais. Est-ce que vous pouvez, Claude, là je vais vous demander un petit effort de mémoire, mais est-ce que vous pourriez me raconter un souvenir ou une anecdote marquante que vous avez vécue au Levant? Quelque chose, un beau souvenir ou un petit souvenir, comme vous voulez. Il y a tellement de choses. C'est que des souvenirs, quoi. Des bons souvenirs. Je sais pas comment vous expliquer. Des rencontres peut-être? Est-ce que vous avez fait des rencontres, des belles rencontres sur l'île? Ah oui, des gens intéressants, vous voulez dire? Oui. Des gens du grand monde. Par exemple, vous avez des personnalités que vous avez rencontrées? Personnalités, oui, plus ou moins, oui. Mais enfin, je dis pas leur nom. Oui, j'ai connu des gens qui venaient par curiosité, puis finalement, ils sont devenus naturistes. Des gens de la haute société, si vous voulez, qui faisaient un peu les mijaurés, là. Puis finalement, c'était les pires de tous. Qu'est-ce que vous entendez, les pires de tous? Les pires naturistes, quoi. C'est quoi les pires naturistes? Je sais pas comment vous expliquer. Attirés par l'île, l'île elle-même, la mer tout autour. Complètement séduit. Oui, absolument. Ouais. Enfin, c'est ma façon de penser, quoi. On dit souvent de la vie insulaire qu'elle fascine autant qu'elle peut effrayer. Qu'est-ce qui fait pour vous la singularité de la vie sur une île?
Vous qui avez vécu sur le continent et sur l'île, quelles sont les principales différences pour vous? C'est le jour et la nuit. Ça vous inspire. Ça vous inspire et ça vous inspire aussi. C'est vrai, c'est spécial, quoi. Vraiment spécial. Vous voulez dire ça vous inspire et ça vous aspire? Oui, oui, absolument, oui, oui, oui. Oui. Le charme de l'île, on ne peut que ici succomber, c'est ça? Oui. Non, mais c'est intéressant parce que dans votre parcours, vous êtes parti, vous êtes revenu, vous êtes toujours revenu. Oui. Donc il y a un charme assez fou de l'île. Voilà, oui, oui, oui. Puis là, d'avoir trouvé cette place au Fort Napoléon, ça m'a un peu obligé à rester. Voilà. J'ai l'impression qu'on n'a pas eu à vous forcer. Non, 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 non. En 70 ans, comment vous avez vu l'île évoluer? Quelles sont les grandes évolutions que vous avez constatées? Oh bah déjà dans les transports maritimes et terrestres, quoi. Il y a eu une grosse amélioration. Parce qu'avant, c'était un peu, on peut pas employer le mot vétus, mais enfin, c'était un peu scabreux, hein, les transports. Et puis la grande évolution. Et puis les gens, la façon de vivre des gens, ça a beaucoup changé. Voilà. Il y a des gens qui étaient, je sais pas comment vous expliquer, qui étaient contre cet esprit naturiste, et puis finalement ils sont tombés dans le panneau, quoi, comme tout le monde. Voilà. Il y a des choses qui vous manquent de la période 55-70? Enfin, il y a des choses qui m'ont marqué, quoi. Bon, par exemple, mon divorce, quoi. On a été mariés 18 ans et demi, et c'est la demi qui a été la plus dure. Je sais pas si vous comprenez. Je comprends très bien. Ouais, des choses comme ça qui m'ont marqué, quoi. Moi, autrement, je sais pas. Sans ça, je serais pas revenu, hein. Je suis parti quand même 7 ans, dès le moment. Ouais, je venais de temps en temps voir mes garçons. Et je faisais le chauffeur routier. Et après, j'en ai eu marre de bouffer du bitume. J'ai dit, pourquoi je ne retourne pas au Laurent? Oui, comme j'ai plusieurs métiers dans les mains, j'ai essayé ma chance une deuxième fois. Ça a marché? Ça a marché, ouais. Ça m'a pas mal réussi, disons. Vous avez jamais refait votre vie? Non, non. J'ai eu des compagnes, comme tout le monde. Me remarier, par exemple? Ah non, non, jamais. Non. Comme on dit, j'ai déjà donné. Non. Non, le mariage, c'est spécial quand même. Le divorce, c'est encore pire. Ça détruit beaucoup de choses. Pourquoi le mariage, vous dites que c'est spécial? Comment? Quelle est la différence entre être marié et vivre sans être marié, avec une personne qu'on aime? Bah, je sais pas, c'est difficile à expliquer. On est obligé de se marier, on est obligé de respecter certaines choses quand même. Ouais. Pour marier, bon, on fait un peu comme on veut, quoi. Pour marier, il y a un peu plus de liberté, quoi. Marié, on a toujours peur de gêner son conjoint. C'est vrai, il y a une espèce de gêne. C'est vrai. Tandis qu'on n'est pas marié, bon, ça va pas, on se quitte et puis c'est fini, quoi. Tandis que marié, il y a des complications qui s'ajoutent. Quelle est, Claude, votre définition du Levantin? Ben, le Levantin, des vrais Levantins, il n'y en a plus. Enfin, il y a encore des gens de ma famille, des vrais Levantins, il n'y en a plus tellement. Hein. Non. C'est quoi un vrai Levantin? Ben, c'est quelqu'un qui, comment vous dire, qui vit là-bas, qui a, comme moi j'ai vécu dans une famille de restaurateurs et maçons, on a une occupation, quoi. Les vrais Levantins, c'est ça, ceux qui s'attachent au Levant, pour ainsi dire, pour la vie, quoi. Voilà. Pour la vie. Ouais. L'île vous manque actuellement? La plupart des gens que je connaissais bien, ils ont disparu. Et les gens de ma famille aussi. Ça fait que les gens qui arrivent maintenant, pour moi, c'est des étrangers, quoi. Ils n'ont pas la mentalité qu'on a eue, nous, au départ. La mentalité de pionnier, si on peut dire, quoi.
Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. Ils n'auront jamais. C'est des conquistadors, quoi. Vous trouvez qu'il y a un esprit un peu conquérant de certaines personnes qui arrivent au Levant? Pas toutes, mais oui. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ils croient tout savoir, puis finalement, alors qu'il y a beaucoup à apprendre, on en apprend tout le temps. Il y a des personnes qui s'attachent quand même à transmettre l'esprit de l'île. Il en existe encore, et il y en a, ils cherchent à retrouver l'ambiance d'antan, si on peut dire. Puis le Levant, on aime ou on n'aime pas, quoi. C'est comme... C'est l'un ou l'autre. Ouais, c'est sûr. En essayant de vous rappeler quand vous êtes arrivé, est-ce que, au-delà de la rencontre avec votre femme, est-ce que vous avez été tout de suite séduit par le Levant? Par ma femme, surtout. Ça, j'ai bien compris. Et l'île, c'est peut-être venu après. Oui. Qu'est-ce qui vous a séduit chez votre femme? C'était une fille de l'île, hein, c'est la simplicité, l'amour pour la nature. Elle est née là-bas. Hein. Elle était née là-bas, enfin à Saint-Clair, voilà, avant nous. Mais enfin, tous les bébés qui naissaient de l'autre côté, quand ils venaient, c'est comme s'ils étaient nés au Levant, quoi. Ouais, elle fait partie de cette catégorie. Enfin. Une certaine liberté? Oui. Elle vous a appris une certaine liberté, votre femme? Oui, aussi. Elle m'a appris beaucoup de choses. Je veux pas tout savoir, Claude. Je vous le dirai pas. Ça fait partie des souvenirs, des bons souvenirs. Quand vous pensez au Levant, quelle est la première image qui vous vient à l'esprit? Là, peut-être dans votre chambre aujourd'hui, quand vous pensez à votre île, qu'est-ce que vous voyez tout de suite? Il y en a tellement des images. Il y a beaucoup de choses au Levant qui attirent. Enfin, pour ma part, il y a eu ma femme d'abord. Et puis sa famille, leur façon de vivre. C'était des vrais naturistes, quoi. Des gens qui vivaient pour la nature. Des gens simples. On se contentait de peu à l'époque. Oui, donc vous pensez essentiellement aux personnes que vous avez aimées? Oui, absolument. Avant de me parler des paysages de l'île. Oui. Je constate. Oui. Et oui, c'est sûr. Je suis tombé dans une bonne famille. Quoi. J'ai appris beaucoup de choses avec mon beau-père, le métier déjà, de maçon, puis plein d'autres choses. Quoi. Vous n'avez pas parlé de votre belle-mère. Elle faisait quoi? Cuisinière. Ça faisait très, très bien la cuisine. Elle était restauratrice. Ouais. Alors, s'il n'y a pas une image en particulier, est-ce qu'il y a un son de l'île du Levant qui vous caractéristique, qui vous parle? Je vois pas, non. Les cigales? Ah oui, les cigales. Oui, le jour où on n'entendra plus les cigales, ça sera grave pour la planète. Très grave. Il y en a qui rouspètent après les cigales parce que ça leur est désagréable aux oreilles, mais le jour où il n'y aura plus de cigales, ça sera grave. Une odeur de l'île du Levant? Non, rien de spécial. À part les fossettis qui fuient. Ça fait partie du décor. Non, je plaisante, ça se répare. C'est réparable tout ça. Est-ce qu'il y a des odeurs de végétation, de fleurs auxquelles vous êtes sensible? Les pins. Puis certaines herbes. Il y a beaucoup d'odeurs. Beaucoup d'odeurs. Hein. Ouais. Il faut vivre sur place pour comprendre. On ne peut pas expliquer tout ça. J'ai eu 4 chiens. À l'île du Levant? Oui, et 3 chats. Il me reste un chat. Qui est resté au fort? Ouais. Il garde la maison pour vous? Ouais. C'est une teuse de souris. Elle m'apportait toujours les souris sur le palier. Elle ne rentrait jamais dans la maison. Enfin, elle me manque. Ma chatte, elle me manque. C'est bête. Ben non, mais si c'était une compagne au quotidien, c'est... Ouais, c'est vrai, elle me manque beaucoup. Elle me manque beaucoup. Il y a quelqu'un qui s'occupe d'elle? Il y a mon petit-fils qui lui portait à manger. Puis là, j'ai appris qu'elle allait manger, qu'elle allait piquer la gamelle chez les autres, des voisins qui ont des chats. Elle se débrouille toute seule. Et un chat, c'est indépendant. C'est pas comme un chien. J'ai eu 4 chiens, c'est vraiment différent.
Bah, j'ai vu celui-là, là. Il s'appelait comment? Sans cas. Et c'était un croisé griffon nivernais et bleu de Gascogne. Chien sanglier, quoi. Il est très beau. Ouais. Je vois que on vous a mis des cartes postales du Levant, là. C'est vous qui les avez choisies? Non, j'avais ça, c'est mon fils qui avait monté ça en même temps que celle du chien. Et elles étaient rangées là, et c'est les filles, là, les infirmières qui les ont mis là. En plus, elles sont choisies parce que je vois que c'est une photo de la brise marine Oui. que vous avez construite. Oui, c'est vrai. C'est les filles, là, les infirmières, qui m'ont mis ça là. Elles sont plutôt sympas. Ouais. Ouais, elles sont bien. Puis elles font un bon métier quand même. C'est dur ce qu'elles font. Je vous ai pas posé la question, mais vous qui avez parcouru le territoire militaire qui est aujourd'hui inaccessible, quels souvenirs vous gardez de cette partie de l'île? Est-ce que vous pourriez décrire un petit peu la géographie, les paysages? Qu'est-ce qui est différent de l'autre partie, la partie civile? Ils ont la plus belle partie de l'île. Hein. Ils ont comment. Il y a 900 hectares. Ils ont 900 hectares, nous on a 90 hectares. 10 fois moins. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a comme... Les plus belles calanques, les plus belles criques. Et puis ils ont une vue du large, quoi. Qu'on n'a pas. Vous vous souvenez d'endroits particulièrement beaux sur la partie militaire? Ah oui, le phare du Titan. Il y a la plage du Liseron, une plage magnifique. Et puis d'autres endroits comme ça. On m'a parlé des pierres de fer, de la plage de l'Âne. Voilà, oui, pierre de fer. Ouais. La plage de l'Aude, oui. Il y a un coin qui s'appelle, il y a un banc en naturel, en pierre, le banc des amoureux, on l'appelle. Et juste dans un virage, ça fait tout drôle, quoi, de voir ça au milieu. Là. Ouais. Vous savez pourquoi on l'appelle le banc des amoureux? Bah, je sais pas, non. Je sais pas. Parce que dans cette partie militaire, il ne doit pas y avoir beaucoup d'amoureux. Voilà. Ou pas beaucoup de place, tranquille. Surtout. Vous avez pu retourner dans cet endroit quand vous avez habité? Je suis retourné plus souvent, plusieurs fois. À quelle occasion? Bah, parce qu'on avait le droit. L'hiver, ils nous ouvraient le portail pour les champignons, par exemple. On allait chercher les champignons à Rio Fred, tout ça. Là. Et puis ils se sont civilisés, si on peut dire. Avant, nous, on était les pestiférés, quoi. C'était tabou. Il y avait que les officiers qui avaient le droit de monter au village. Mais les matelots, non. Vous voulez dire que maintenant, il y a plus de mélange entre les militaires et la population civile? Intéressant, quoi. Vous avez eu l'occasion d'échanger, parce que en fait, ce qui est vraiment beau dans votre cas, Claude, c'est que vous avez été des deux côtés. Et du coup, est-ce que vous avez pris du plaisir ces dernières années à échanger avec les militaires qui y sont actuellement et peut-être à partager sur votre expérience? On se voit au village, on boit un coup ensemble au bar. Enfin, il y en a beaucoup que je connais. Hein. Et qui savent que vous avez été militaire? Il y en a qui savent, ouais. Ils vous demandent pas comment c'était? Non. Ça reste un peu secret. Oui, puis il y a beaucoup de choses qu'il vaut mieux ne pas révéler, quoi. Vous avez connu la famille Pegliasco? Oui, bien sûr. Quand ils étaient à la vis, là-bas, oui. La famille Pegliasco, ouais. Loulou le corsaire. C'était ses parents qui tenaient à Loulou le corsaire, qui tenaient il y avait un bar tabac à la vis, à Port-à-Vis, sur le terrain militaire. Et on allait chercher les cigarettes là-bas. Quand j'étais civil, toutefois. On allait chercher le tabac là-bas. Le bureau de tabac était chez les Pegliasco. Mais quand vous dites quand vous étiez civil, ça veut dire que vous aviez le droit d'aller sur le terrain militaire? Ah oui, nous on laissait passer. On passait. Jusqu'à quelle date, vous savez? Là, c'était tout au début où il y avait eu du relâchement dans les relations. C'était plus abordable, quoi, sur le plan humain, quoi. Donc il y avait une petite souplesse quand même au début.
Oui. Merci beaucoup, Claude, pour votre précieux témoignage et puis pour votre générosité. Vous avez de la chance d'être sympathique. C'est vous qui êtes très sympathique. Moi, je suis un peu bourru des fois. On vous l'a dit peut-être, non? Ah, mais vous savez, on s'est rencontrés et notre première rencontre, j'ai pu expérimenter. Je venais de faire une chute, j'étais pas de bonne humeur. Mais ce que j'ai très bien compris et je suis ravie du coup de vous rencontrer aujourd'hui. Oui. Bah, moi aussi. Bon, à très bientôt, Claude. Puis j'espère que vous aurez l'occasion de revoir votre île. Oui, l'île maintenant c'est cuit pour moi. Je vais aller aviser mon fils, Sylvain, là, il va m'emmener chez lui, il habite dans l'Aude, entre Narbonne et Carcassonne. Il va m'emmener avec lui, là. Comme ça il pourra finir de me soigner. Puis il faut que je marche, il y a un chien, ça tombe bien. C'est très motivant un chien pour la marche. Bon, vous allez retrouver un cadre peut-être aussi plus sécurisant et plus... Voilà. Qu'au Levant, où c'est vrai que c'est... Les deux fils, ils veulent plus que je retourne au Levant. C'est trop... Pour un homme seul et un peu fatigué, c'est dangereux, quoi. La preuve, si je suis là, c'est grâce à une mauvaise chute. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne installation du côté de Carcassonne et je vous remercie encore énormément. Et je suis très content de vous avoir connu. C'est réciproque. C'est vrai, hein. Merci infiniment, Claude. Merci beaucoup. Oui. Merci à Claude pour son humour et sa bonne humeur communicative. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez désormais mettre 5 étoiles sur Spotify et toujours laisser 5 étoiles aussi sur Apple Podcasts avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de soutenir ce podcast et ça me fait toujours très plaisir de vous lire. On se retrouve très vite. À bientôt.